Donc, bonjour à tous et à toutes. On va commencer donc cette conférence sur le dilemme éthique de l'activisme environnemental. Donc, vous êtes ici réunis pour parler de problématiques environnementales et plus particulièrement de la préservation de cet environnement. Mais tout d'abord, je vais laisser le professeur Marc Fontcave introduire cette conférence. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Alors j'ai l'honneur de faire là une petite introduction à cette séance. J'en suis très heureux. Donc je m'appelle en effet Marc Fontcave, je suis professeur ici au Collège de France. Je suis titulaire de la chaire chimie des processus biologiques, je suis chimiste et mon labo est ici aussi et il porte le même nom. Alors, cette manifestation, c'est pas une manifestation des professeurs du Collège de France, je suis très heureux, elle a été à l'origine portée par une association, hein, on peut appeler ça comme ça, oui, l'association Alma Mater. Et nous avons aidé à l'organisation de cette réunion. Il y en aura, je ne sais pas, vous allez le dire sans doute, hein, le programme, il y en aura deux, trois autres. Mais néanmoins, ça s'inscrit dans une vraie politique scientifique du Collège de France qui a créé une initiative que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Avenir commun durable, qui mobilise les professeurs sur la question de la transition énergétique, environnementale, écologique, à travers tout un tas de manifestations diverses et ouvertes. Hein, c'est l'ADN du Collège de France. Ici, tout est ouvert, gratuit. Nous sommes là à la fois pour la recherche et pour la diffusion des savoirs que nous produisons et que d'autres produisent. Alors, Avenir commun durable, c'est une opération qui est animée par un certain nombre de professeurs, une grande partie de professeurs de toutes sortes de disciplines, hein, pas uniquement les sciences dites dures, chimie, physique, biologie, mais aussi les sciences humaines et sociales. D'ailleurs, effectivement, cette manifestation aujourd'hui se fait un peu sous le patronage de trois professeurs, Jean-Marie Tarascon, qui est professeur de chimie, Dario Mantovani, qui est professeur de droit, et moi-même qui suis chimiste. Évidemment, il faut aussi remercier, je ne sais pas où il est, Benjamin Campèche, qui est la force vive de cette manifestation. Alors, dans ce Collège de France, il y a des recherches et des enseignements qui portent sur la question environnementale, qui portent sur la question énergétique et écologique. Et donc, nous essayons de contribuer à plus de connaissances sur ces questions-là, et nous essayons aussi de les diffuser à travers des cours, des conférences, des colloques et des manifestations comme celle d'aujourd'hui. D'une certaine façon, nous sommes des activistes. Moi-même, je suis un activiste environnemental. Simplement, je suis un activiste joyeux, parce que mon activisme, comme celui d'ailleurs de tous mes étudiants, et doctorants, postdoctorants, mes collaborateurs, et c'est vrai d'autres laboratoires de chimie, de physique, de sciences humaines et sociales, qui travaillent dans ce domaine. Et moi, je le fais depuis une trentaine d'années, pas ici, mais avant ailleurs, et ici aujourd'hui. Cet activisme, il est joyeux parce qu'il essaye de s'appuyer sur la connaissance. Il essaye de trouver des solutions techniques, scientifiques, à un certain nombre de problèmes. Et donc, il s'appuie sur une forme de confiance, je dirais, dans la capacité de la science, de la connaissance, à résoudre des problèmes. Pas tous les problèmes, mais un certain nombre de problèmes. Alors parfois, cette position-là est taxée de technosolutionnisme. Je suis peut-être un technosolutionniste, mais oui, en effet, moi, comme mes étudiants, comme d'autres laboratoires, essayent ici,
et ailleurs dans le monde, d'avancer sur le terrain de la transition à travers des recherches, plus de connaissances et la formation de jeunes chercheurs et ingénieurs. Voilà. Je vais maintenant laisser la parole à ce colloque, à cette table ronde. Je remercie les invités qui vont participer à cette table ronde. Et je vous laisse la parole et je vous remercie. Bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup, professeur. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter donc, de problématiques basées sur l'environnement. Jusqu'où défendre l'environnement? Entre urgence et responsabilité, comment tracer les frontières éthiques de l'activisme climatique? Donc, pour cela, nous allons présenter nos 3 invités. Donc, notre premier invité est Aurélien Boyade. Vous êtes maître de conférence à la faculté de droit de Sciences Po, spécialisé dans le droit de l'environnement et de la justice environnementale. Vous êtes également chercheur et conférencier au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Et dans vos recherches, vous intéressez particulièrement à la protection juridique des droits des minorités dans les affaires liées aux questions environnementales. Nous accueillons également Alice Canabat, juste au bout de la table. Vous êtes sociologue et docteur à l'Université Paris-Descartes et vous êtes spécialiste des questions environnementales. Vous êtes notamment l'autrice de L'écologie et la narration du pire, récits et avenir en tension, paru aux éditions Utopia. Et enfin, à ma droite, nous accueillons Sylvaine Bull. Vous êtes sociologue du politique, spécialisée sur la violence politique et le conflit. Vous avez particulièrement travaillé sur les transformations des États, notamment celui d'Israël, mais également les transformations écologiques, plus précisément les zones à défendre, ou plus couramment les ZAD, l'occupation et les mouvements autonomes. Vous êtes également l'autrice de l'ouvrage Irréductible, enquête sur des milieux de vie de Bure à Notre-Dame-des-Landes. Mais pour commencer cette conférence, ce qu'il convient peut-être faire, c'est également de définir l'activisme environnemental. Cet activisme environnemental renvoie aux efforts collectifs de divers groupes afin de protéger et préserver l'environnement naturel en se reposant sur des problématiques clés allant du changement climatique à la pollution, à la déforestation et à la perte de la biodiversité. Donc, au vu de vos différentes spécialités à chacun et chacune, comment définissez-vous aujourd'hui les frontières éthiques de l'activisme environnemental aujourd'hui? Alors, peut-être pour commencer, Madame Sylvaine Bull, à ma droite. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si ça marche. Moi, j'étais partie sur la première question, mais du coup, je vais le temps de remettre mes notes en marche. Si vous souhaitez, le temps que vous retrouviez votre réponse, je tiens à préciser qu'à l'issue de la conférence, à la fin de cette table ronde, vous pourrez poser toutes les questions. Il y a un temps qui sera dédié à cela. Donc, n'hésitez pas. Et la conférence durera environ 1h30. Oui, voilà. Alors, excusez-moi, mais j'étais partie sur autre chose. Je pensais à ce que disait le monsieur... Voilà. Donc, j'étais partie sur la police du vivant. Alors, moi, en effet, je suis sociologue. Je travaille assez près de la philosophie et de l'anthropologie en tant que sociologue. Je fais partie de la philosophie naturaliste, absolument, qui reconnaît en fait le logos, la place de l'humain dans les différentes questions environnementales, tout en reconnaissant la place du non-humain. Alors, la première question, elle est assez fondamentale, parce que vous parlez de contrat éthique, d'éthique environnementale. Moi, je parle de régime politique de l'éthique ou de régime éthique de la politique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'avant d'en venir à des expériences peut-être activistes, comme moi je travaille sur les soulèvements de la Terre, j'ai beaucoup travaillé sur les ZAD, je travaille aujourd'hui sur le messianisme religieux et écologiste, qui est aussi une forme politique. En effet, je crois qu'il faut revenir à un cadrage qui est celui de la question climatique dans nos sociétés contemporaines, occidentales ou pas occidentales. Et il me semble que, en tout cas, c'est comme cela que l'on observe en tant que sociologue, mais je pense que mes collègues seront d'accord. La question climatique, c'est désormais un vecteur de rupture et de métamorphose du paysage politique contemporain. Et lorsque l'on parle de crise climatique, pour moi, on ne parle rien d'autre que de nouvelles écologies au pluriel, de nouvelles figurations de l'écologie au pluriel et de nouveaux publics écologiques. Nous sommes dans un nouveau circuit
écologiques et sociologiques et critiques avec de nouveaux opérateurs. Ils peuvent être autonomes, ils peuvent être survivalistes, ils peuvent être religieux, ils peuvent être aussi tournés sur le quotidien, ils peuvent être dans la transition verte et techno-solutionniste, etc. Mais en tout cas, ils font preuve d'un véritable changement de paramètres qui renvoie aussi à ce que j'appelle moi, et quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui, je pense, est fondamental, qui s'appelle l'angoisse climatique, qui irrigue désormais les sociétés contemporaines et qui est pour moi un fait social total. Et ça n'est pas un terme dépolitisant, c'est tout le contraire, parce qu'il montre désormais qu'aujourd'hui, ce qui est central dans la prise en compte de la crise climatique, ça n'est pas les formations politiques, on parle en tant que sociologue ou politiste traditionnel, en fait, ce qui est important, c'est de ne pas voir la crise climatique en tant que configuration de partis, de formes traditionnelles politiques, mais de climat émotionnel. Ce qui irrigue la politique écologique, et je vais venir à la question éthique, c'est le climat émotionnel. On l'a vu d'abord avec les Gilets jaunes, ensuite on l'a vu avec les ZAD, le soulèvement de la Terre, avec Extinction Rébellion, avec un ensemble d'expressions qui montrent que véritablement des acteurs individuels ou collectifs, organisés ou pas organisés, désignent un nouveau régime climatique que moi j'appelle le régime politique de l'angoisse et de l'inquiétude, et qui est pour moi profondément positif, qui est un régime éthique qui est profondément positif parce qu'il a la particularité de se démarquer des grands régimes politiques classiques qui sont la promesse d'utopie, de l'espérance, de la révolution, etc., etc. Donc s'il y a une reconfiguration, une reformulation éthique, c'est parce qu'il y a un régime politique particulier aujourd'hui et qui appartient en particulier à la jeunesse. On va peut-être revenir ensuite sur l'intergénérationnel, mais la jeunesse est celle qui déploie de façon extrêmement ample différents régimes éthiques et différents régimes politiques pour traiter de l'écologie. Alors, il y a ceux qui, par exemple, et ça peut faire partie du techno-solutionniste, qui veulent ce que j'appelle climatiser l'écologie, c'est-à-dire la rendre accessible, comme le disait Bruno Latour, faire se composer des mondes avec les humains, les non-humains, les chasseurs, les pas-chasseurs, les industries, etc., avec différentes alliances pour rendre le monde habitable. Ça peut contenir aussi la politique du moindre geste, etc. Il y a ceux et celles qui prônent des alliances avec le non-humain, ce qu'on appelle donc le tournant ontologique, où le non-humain devient un actant à part. Je ne sais pas, j'ai encore 2 minutes, ça va aller ? Oui, pas de souci. Une troisième position est celle qui est large, et je n'ai pas le temps de développer, qui est celle de la bifurcation, que l'on voit dans les écoles d'ingénieurs, que l'on voit aussi peut-être ici au collège, en tout cas pour les publics plus jeunes ou de ce soir. Mais dans les bifurcants, il y a aussi ceux qui font sécession, c'est ceux que j'ai beaucoup étudiés, qui bifurquent symboliquement, qui veulent se séparer d'un ordre social. Il y a une quatrième position qui est celle que j'appelle la communocène, c'est-à-dire ceux et celles qui veulent véritablement fabriquer des mondes communs, avec la mise en commun de ressources qui peut aller jusqu'à la destitution de la propriété. Et de ce point de vue-là, cette quatrième position, elle est celle qui véritablement est celle qui prend en compte des régimes éthiques très très larges, qui peuvent aller de la politique gouvernementale à la politique sécessionniste, autonome, émancipatrice, mais qui permet de tisser à différentes échelles de véritables interactions entre différents mondes. Alors, je voudrais dire quelque chose sur le contrat éthique de l'écologie. S'il y a à nouveau une remise en question du contrat éthique individuel ou collectif, ça a à voir avec la question du temps et la question de la finitude. Ce que la crise écologique a de particulier, c'est qu'elle rend tangibles les limites des ressources et les limites du temps qui se traduisent par le terme du temps de l'effondrement. Et pour moi, l'effondrement est une vertu absolument positive, parce qu'elle permet de prendre conscience des destructions concrètes de l'environnement, de la possibilité de notre propre finitude, et aussi parce que ce rapport au temps, il est perceptible non pas dans des actes de gouvernement, la transition ou l'autre, mais dans de nouvelles expériences politiques, communes, philosophiques, ontologiques, porteuses ou pas de radicalité.
Et selon moi, l'effondrement porte une grammaire temporelle qui est celle du désespoir et qui pour moi est une caractéristique absolument politique. Moi, je fais du désespoir une vraie politique. C'est-à-dire, c'est une promesse qui s'ouvre sur des expériences personnelles ou pas, qui ne sont pas, encore une fois, celles des grands temps eschatologiques de l'espérance révolutionnaire, mais qui permettent à des acteurs de se projeter dans l'individuel, l'imaginaire et le concret. Et pour moi, il y a contrat éthique quand il y a un rapport inquiet à la réalité qui permet de façonner des existences. Et selon moi, le contrat éthique du moment, il est celui qui permet non pas d'investir forcément la voie de la démocratie directe, du référendum, etc. Il peut être le fait d'aller dans un musée, de placarder une peinture sur une toile, d'aller dans une zone occupée, mais il est surtout celui qui permet de rentrer en résonance avec soi-même, selon les termes du sociologue Hartmut Rosa. C'est-à-dire sortir du temps de la dissonance, qui est celui de la cassure, de la rupture avec tout ce que l'on sait, l'inconfort de vivre, les burn-out, les difficultés au quotidien, pour aller vers des sphères affectives, émotionnelles, collectives ou individuelles, qui sont celles de la résonance, qui permet de reprendre en compte une écologie, un rapport au vivant que l'on aménage selon des préoccupations personnelles. Voilà, donc pour moi, s'il y a un contrat éthique, c'est dans la façon de marquer une sensibilité par rapport au temps de l'effondrement et par rapport au vivant, et d'exprimer un doute existentiel par rapport à notre condition dans le temps effondré. Monsieur Boyade, vous définiriez comment, cette frontière entre l'éthique et l'activisme environnemental, pardon. Merci. Je me permets juste une petite rectification en préambule, c'est que je ne suis pas maître de conférence à Sciences Po, du coup je suis chargé d'enseignement et de recherche au Muséum, et je suis enseignant contractuel simplement à Sciences Po, jeune docteur sans poste pour l'instant. Je vais faire comme ma collègue et je vais un peu décaler la question. Vous me demandez les frontières éthiques, les dilemmes éthiques de l'activisme environnemental. Et moi, je vais le décaler de cette manière-là. J'ai l'impression que la question éthique qui se pose aujourd'hui vis-à-vis de l'activisme environnemental, ça peut être d'abord celle de l'attitude des forces publiques, donc de l'État, dans sa réponse à l'activisme, dans son contrôle, dans sa répression de l'activisme environnemental. À quel moment est-ce qu'il y a une question de légitimité, voire une question juridique qui se pose dans la façon dont l'État répond à l'activisme environnemental. Alors ça, c'est évidemment quelque chose qu'on peut poser dans une perspective historique. Il y a toujours eu des répressions, un contrôle de l'activisme, du militantisme politique. De manière comparée aussi, on peut regarder qu'est-ce qui se passe en France, qu'est-ce qui se passe en Angleterre, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis. C'est intéressant de le comparer. Je voudrais rappeler quelque chose. C'est une date, je l'ai noté ici, c'est le 27 février de cette année. Le 27 février 2025, c'est la décision du tribunal administratif de Toulouse sur, donc première décision en première instance, sur la construction de l'autoroute A69. On a reparlé récemment suite à la décision, pas sur le fond, mais de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le 27 février, c'est aussi la date d'une décision d'une instance qui est un peu plus prestigieuse, c'est la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne la France pour atteinte au droit à la vie, article 2, vis-à-vis de la mort d'un militant écologiste qui s'appelle Rémi Fraisse au moment de la contestation, la construction du barrage de Sivins dans le sud de la France. L'État français condamné pour usage disproportionné de la force, inadéquation des modalités de contrôle de la contestation politique. Donc c'est une décision qui est assez claire, qui a été malheureusement assez peu relayée, mais qui déclare illégale la façon dont l'État a répondu aux modalités de l'activisme environnemental au moment justement de cet épisode de Sivins. Et là, on est au tout début d'un autre épisode qui pourrait mener à la même réponse de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire ce qui s'est passé au moment de Sainte-Soline 2, qui a été un moment où la répression dans ses formes policières de l'activisme environnemental a connu des niveaux particulièrement élevés dans l'intensité de la réponse policière. Donc c'est en ça que je voudrais décaler, c'est-à-dire, évidemment, il y a des questions éthiques que je pense que les activistes se posent. Il y a plein de formes d'activisme environnemental. Il y a des propositions qui souhaitent insister sur l'importance du caractère pacifique des actions, de la massification de la contestation. Il y a des discussions qui vont plus vers la nécessité d'incorporer des méthodologies plus radicales de sabotage ou de désarmement
Là, je fais référence à cette discussion en fait, qui a lieu de manière intéressante dans l'ouvrage d'Andreas Malm, qui est paru à la Fabrique en 2020, sur comment saboter un pipeline, hein, qui n'est pas un manuel de sabotage, mais qui vient dans cette discussion de savoir est-ce qu'il y a un fétiche de la désobéissance civile dans le mouvement environnemental, est-ce qu'il est efficient par rapport aux objectifs qui sont visés. Certainement, aujourd'hui, il y a un fossé qui est assez clair, hein, il y a des urgences environnementales dont le climat fait partie, hein, mais donc qu'il faut penser de manière intégrée, hein, mais il y a des urgences environnementales qui sont assez claires, les scientifiques alertent depuis très longtemps sur celles-ci, il y a un consensus scientifique qui est largement établi, il y a des engagements des États hein, sur les questions environnementales, il y a un texte qui s'appelle l'Accord de Paris, qui vise à réduire de manière drastique les émissions de gaz à effet de serre, il y a le droit de l'environnement, dans sa version actuelle, non encore simplifiée ou accélérée, et c'est un droit qui vise à protéger l'environnement de manière assez stricte. Il y a un fossé entre ça et ce qui se passe sur le terrain. Et c'est là où le militantisme politique est mis en question, c'est-à-dire si les voies légales de contestation, qui sont le débat politique, le débat médiatique, les recours devant les instances législatives ou judiciaires, ne semble pas fonctionner, est-ce qu'il est opportun de dépasser les frontières du légal et de l'illégal, hein, qui se déplacent souvent, ces frontières, hein, c'est des frontières qui ne sont pas stables. Est-ce qu'il est juste, est-ce qu'il est éthique de contester un ouvrage tel que Sainte-Soline, par exemple? A priori, les forces de l'ordre, la réponse de l'État était contraire, hein, la réponse des représentants de l'État, des ministres en exercice était différente, hein, qui était de qualifier ces actions d'actions d'ultra-violence, d'écoterrorisme. Reste que la juridiction qui s'est prononcée sur la légalité du remplissage de l'ouvrage de mégabassines de Sainte-Soline a jugé que ce remplissage était illégal. Est-ce qu'il est légal de bloquer des ouvrages, des constructions, des projets dans l'illégalité, hein, parce qu'un blocage, une entrave, c'est illégal. Est-ce qu'il est légitime de le faire? Dans la mesure où, dans beaucoup de cas, ça permettra aux juridictions, ça donnera plus de temps aux juridictions pour se prononcer sur la légalité ou l'illégalité de ces ouvrages. C'est une question qui est ouverte, mais qui montre bien qu'il n'y a pas de porosité, il n'y a pas de symétrie directe entre ce qui est éthique et ce qui est légal. Madame Canabat, peut-être pourriez-vous donner votre définition aujourd'hui des frontières éthiques de l'activisme environnemental? Alors, déjà, je commence par remercier Alma Mater et le professeur Fontcave pour cette invitation. C'est jamais tout à fait simple. Alors, je vais faire comme mes camarades, c'est un tropisme d'universitaire. Je vais commencer par recadrer, ou en tout cas redéfinir. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que déjà définir les frontières, en général, ce n'est pas une chose aisée. Je prends un exemple tout simple. En 2017-2018, nous avions lancé au Collège international de philosophie, avec l'une de mes collègues et camarades, Marie Goupy, un séminaire sur les frontières, sur la difficulté en tout cas des frontières qu'il pouvait y avoir entre révolte et révolution, et qui portait précisément sur les stratégies de qualification, de disqualification de ce qui pourrait... des événements, en tout cas, qui seraient susceptibles de bouleverser l'ordre public, avec évidemment toutes les représentations sociales qui sont aussi attachées et qui sont un autre ordre de qualification. Et je crois, après avoir mené ce séminaire pendant 2 ans et demi, avoir pu en tout cas en déduire que dès que ça engage des représentations et des valeurs, la définition de frontières est très, très poreux. Donc déjà, premier élément. Deuxième élément, vous nous invitez ici à définir des frontières éthiques, c'est-à-dire finalement des frontières qui engageraient une théorie de l'action humaine soumise au devoir, ayant pour finalité le juste, comme disait mon collègue, ou le bien. Là aussi, les choses sont hautement normatives et jamais très très simples. Donc il est finalement question de savoir s'il existe, je reformule, des règles de conduite qui seraient bonnes pour les activistes, pour toute forme d'activisme. Autrement dit, je reformule à nouveau, la gravité de la situation, alors qu'on peut dire climatique, mais peut-être plus largement écologique, on ira tout à l'heure dessus peut-être, est-ce qu'elle peut autoriser, justifier, légitimer une redéfinition des frontières du bien et du mal, du licite et de l'illicite, du légal et de l'illégal, et évidemment de tous les moyens associés à cette position qui serait communément, entendre majoritairement, jugée bonne, ou en tout cas considérée comme bonne.
Donc la question, elle est importante, mais elle en mériterait quelque part 1000 autres, et donc je vais, qui sont davantage relatifs à une entrée qui, pour moi, en tout cas, me parle le plus, qui est celle des valeurs, qui est cette implicite, qui est presque civilisationnelle et qui permet un peu mieux, me semble-t-il, en tout cas, de toucher les enjeux présents. Est-ce qu'il n'y a pas, par exemple, je vais, pour caricaturer, quelque chose de profondément vicié, presque pathologique? Je suis très francfortoise, l'école de Francfort me nourrit, donc quelque chose de très pathologique dans le fait d'emprisonner quelqu'un comme Paul Watson, qui est le représentant de Sea Shepherd, qui, qu'importe la méthode, défend le bien, le vivant, la vie sur Terre, l'habitabilité en général, ou en tout cas la vie aquatique, et n'a jamais fait pour ça un seul mort. Et on peut aller plus loin, avant même de parler d'activisme. Est-ce que nous serions arrivés à une époque si tragique qu'il faudrait quelque part justifier cette préférence du vivant, justifier le fait que nous ayons la préférence de défendre les conditions d'habitabilité, par exemple contre des méga-bassines, par exemple contre de la pêche au chalutage, etc. Donc, nous ne sommes pas ici que sur le plan d'enjeux que certains pourraient réduire à de simples opinions, ou même d'ailleurs à des fractions politiques, même si elles se retrouvent, elles s'y incarnent. On se situe, d'après moi, plutôt dans ce que les psychanalystes appelleraient la pulsion de vie. C'est-à-dire quelles sont les valeurs que nous souhaitons défendre pour la préservation du vivant. Et quelque part, tout à l'heure Sylvaine l'a évoqué, les soulèvements de la Terre, je trouve que cette sémantique est très intéressante, parce que c'est quand même un activisme qui aujourd'hui s'est emparé de nombreux de ces enjeux, et on voit bien dans la sémantique qui a été choisie, elle renseigne sur l'ampleur de ce qui est à reprendre, le soulèvement, à déconstruire, à déloger, à soulever quelque part. Et on peut peut-être le rappeler quand même que cette idée de rupture de cadrage, elle est liée aux fondamentaux de l'écologisme. Quelque part, l'écologisme, depuis 40 ans, évidemment, je me dégage là de tout parti, mais de l'écologisme en tant que mouvement, elle s'est toujours posé les questions de à quoi tenons-nous vraiment, sur quels repères souhaitons-nous faire civilisation, etc. Donc c'est un premier point que je voulais soulever. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est peut-être que ça concerne, mais mes camarades l'ont aussi évoqué, je vais essayer de ne pas faire trop de redites, l'ampleur de la question sociale. J'ai dans mon petit ouvrage que vous avez évoqué, L'écologie et la narration du pire, évoqué ça dans un petit chapitre qui s'appelle Le coût de la contestation dans une culture de l'arrogance. Et je voudrais m'expliquer un instant là-dessus. J'ai tenté de montrer la forme d'aliénation dont elle procède, qui est sans doute aussi inédite que le phénomène qu'il apporte. C'est-à-dire finalement la difficulté croissante que nous rencontrons aujourd'hui à contester, à être en mesure de contester, à déployer donc un engagement, un militantisme, un activisme, ce n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, écologique, en raison notamment et peut-être centralement d'une culture de l'arrogance qui est propre au monde néolibéral. Et là, je renvoie à un sublime ouvrage de Eugène Henriquez et Claudine Arroche qui porte sur l'arrogance comme mode de domination néolibérale. Qu'est-ce qui y est dit? Je le dis très très rapidement. Eh bien, c'est un terme d'Ancien Régime qui au départ caractérisait plutôt des conduites aristocratiques, au tout départ, mais qui finalement sont assez adaptées pour décrire, pour élucider les attitudes, les conduites sociales, psychologiques de notre temps, c'est-à-dire globalement l'ignorance des limites, l'ignorance même de l'idée de limite, et l'ignorance évidemment du rapport à la limite. Et donc l'arrogance est liée quand même à des modes de conduite qui sont très largement dominantes, qui sont contemporaines, et qui, pour le dire vite, valorisent l'illimitation, et qui compose aussi une facette, je répète, de ce caractère social, pour reprendre une terminologie assez francfortoise, qui est la nôtre. Et c'est surtout cette culture de l'arrogance, me semble-t-il, qui, aujourd'hui, est tout à la fois à la source de notre déni de finitude. On n'a pas très envie d'entendre qu'il puisse y avoir quelque chose de fini dans nos ressources, dans nos modes de production. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de l'abondance. Je renvoie là au sublime ouvrage aussi de Pierre Charbonnier sur l'abondance, sur liberté et abondance. En tout cas, il y a un déni de finitude qui nous rend finalement aujourd'hui presque incapables
de concevoir la vulnérabilité de nos sociétés, de notre modèle de société, de notre modèle de développement. Et c'est cette arrogance aussi qui est à l'œuvre, quelque part, dans un régime pourtant démocratique, qui se traduit en tout cas par une incapacité, pour le coup plutôt de la part de nos gouvernants, à entendre la contestation, à entendre les mobilisations autrement que comme un opérateur de désordre, avec une idée que ça vient troubler un ordre public et que donc ça justifie ce désordre qu'il puisse être sapé, tenu de façon relativement, même voire carrément excessive. Donc ça, c'est le deuxième point que je voulais évoquer. Le troisième point, c'est de redéfinition quelque part de votre question, c'est l'activisme en soi. 3 commentaires très rapidement. Le premier, j'ai noté que vous employez vous-même le terme d'activisme environnemental. Alors c'est quelque chose que moi je reprends souvent. Évoquer l'activisme environnemental, ça suppose qu'on reproduit quelque part, même dans la façon de le désigner, il y a beaucoup de choses dans les mots en soi, on reproduit le dualisme nature-culture qui nous a, pardonnez-moi de le dire ainsi, clairement mené dans le mur. C'est-à-dire cette extériorité, l'environnement, vu comme une extériorité qu'on va pouvoir tenir, domestiquer, là où finalement, je le dis vite, les activismes en général sont plutôt d'ordre écologique, c'est-à-dire qu'ils s'emploient à montrer qu'il y a quelque chose de systémique, de métabolique, la société écologique, qui n'est pas qu'une revendication environnementale, j'ai envie de dire peut-être même naturaliste. Donc ça, c'est important, me semble-t-il. Le deuxième commentaire, c'est peut-être de rappeler que l'écologisme a toujours utilisé, depuis une quarantaine d'années, des répertoires d'action collective, comme on dit, les RAC, des répertoires d'action collective conventionnels et non conventionnels, et y compris dans le non conventionnel, du légal et de l'illégal. Il y a toujours eu cet emploi-là. Aujourd'hui, il y a, Sylvaine en est très, très fortement une spécialiste, mais une redéfinition de certains types de répertoires d'action, par le répertoire notamment occupationnel, on a parlé des ZAD, mais en tout cas, ces répertoires et ces modalités d'activisme ont toujours existé. Donc il y a une continuité, mais il y a une montée en intensité. Et cette montée en intensité, elle est sans doute liée à un contexte. Je le dresse très rapidement. On a parlé de la COP 21, de l'accord de Paris. Globalement, il y a eu une déception des grands moments de communion internationaux, toutes les COP. Moi, je l'ai vu dans mes enseignements, où au fur et à mesure où on les passe en revue, les étudiants sont de plus en plus désemparés de se demander à quel moment les choses ont pu, comment dirais-je, se traduire, ou en tout cas, eh bien, assez peu, finalement. Donc il y a une première déception qui est de l'ordre de l'information que nous avons de ces grands moments. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu aussi échec, je le dis vite, mais des formes conventionnelles d'action, essoufflement des marches pour le climat, par exemple, qui étaient beaucoup plus consensuelles, beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus gentilles. Une conscience de plus en plus forte que le vote n'est plus le moyen privilégié pour faire entendre sa voix. Donc toute une série d'éléments, évidemment, qui ont aussi conduit à des activismes de plus en plus radicaux. Le troisième élément que je voulais évoqué, mais Sylvaine l'a déjà évoqué, je vais passer vite, c'est les formes de délégitimation par excès que ces formes d'activisme ont pu, ces 10 dernières années, globalement, rencontrer. On a pu voir une extension de la désignation du terrorisme vert, des djihadistes verts. Je reprends là les termes du président de la FNSEA au moment du barrage de Sivens. Donc toute une série aussi de qualifications qui ne sont pas anodines. Elles percolent aussi un grand public et elles participent à créer aussi des représentations vis-à-vis de certaines formes de militance qui sont assez clivantes. Et évidemment, certaines formes, pour les plus graves, on peut aussi évoquer des formes de criminalisation des luttes environnementales qui ont pu justifier ici ou là des formes de répression assez disproportionnées. On peut penser par exemple au moment de l'accord de Paris à certaines, je prends cet exemple parce qu'il est assez révélateur, à certaines assignations à domicile qui étaient en raison d'une suspicion a priori. C'est-à-dire qu'on pense que peut-être vous allez faire quelque chose d'illicite. C'est quand même, en termes de droit, quelque chose qui est tout à fait... qui est à relever, quand même. Donc une suspicion a priori qui justifie une mesure juridique. Donc on voit quand même
que tout ça et toute cette entreprise de disqualification interroge sur la possibilité même de l'engagement, et y compris d'engagements qui peuvent être plus tranquilles, mais qui, quelque part, ont un coût et, évidemment, se traduisent dans les jeunes générations, et qui visent, en tout cas, à délégitimer les oppositions qui sont de nature trop systémique. Je ne sais pas si j'ai encore une minute ou sinon... En matière de droit, justement, je voulais rebondir là-dessus. J'aimerais approfondir la question avec vous, Monsieur Boyade. Vous avez parlé de variation de la frontière du légal et de l'illégal pendant votre intervention. Et à l'heure de l'urgence climatique, comment le droit français, justement, évolue-t-il face aux nouvelles formes d'activisme ? Je pense qu'il faut prendre le droit dans une acceptation assez large pour essayer de répondre à cette question. Ça se joue à beaucoup d'endroits. Je vais revenir dessus, mais je pense que l'un des éléments principaux sur lequel je voudrais insister, et on est plusieurs chercheurs, chercheuses à insister sur ce point, c'est sur la déjudiciarisation de la répression, c'est-à-dire le fait qu'une grosse partie du contrôle de l'encadrement et de la répression de l'activisme va sortir des tribunaux et va se jouer ailleurs. C'est un point important, j'expliquerai ensuite. Alors le droit, comment est-ce qu'il évolue ? Les législations évoluent un petit peu. On a des lois d'opportunité, un peu des lois spécifiques qui vont naître ici et là. On a des lois qui sont arrivées sur l'intrusion sur les tarmacs, qui ont repris un peu le modèle des lois sur l'intrusion. Le tarmac, donc, pour les aéroports, hein, donc, qui visaient les actions qui entendent bloquer les flux de transport par avion, qui sont calqués sur les lois d'intrusion dans les sites de centrales nucléaires, hein, qui répondaient aux actions de l'organisation Greenpeace. Donc c'est des lois qui vont venir alourdir les sanctions, mais c'est finalement assez peu notable si on regarde, donc là dans le cas de la France, hein, si on regarde d'autres États, comme par exemple l'Italie qui a passé récemment un texte contre l'éco-vandalisme, si on regarde l'Angleterre qui a passé plusieurs réformes législatives très très fortes sur l'augmentation des sanctions dans le cas des actions de blocage, notamment des organisations environnementales dans le pays. Si on regarde les États-Unis qui ont passé État par État ce qu'on appelle des anti-protest laws, qui visaient notamment à rendre beaucoup plus répréhensibles les actions de contestation des critical infrastructures, donc des infrastructures critiques. Donc ça visait surtout les personnes qui s'opposent au projet de pipelines aux États-Unis, avec des peines de 20, 30, 40 ans de prison, également pour projet de mener des actions, ou pour des organisations qui appuieraient les militants qui souhaiteraient. Vous voyez, comme soulignait ma collègue, hein, de plus en plus on va dans l'anticipation du peut-être de... donc voilà, là on est sur des choses qui dans le système français se voient assez peu. De la même manière, les juges, finalement, au niveau du judiciaire, on ne voit pas vraiment de modification, c'est-à-dire que le juge va assez souvent être finalement plutôt équilibré dans son approche du militantisme. Il va utiliser les outils classiques qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire la liberté d'expression, la liberté de manifestation. C'est quelque chose qui existe encore dans les textes, hein, même si en pratique c'est un peu plus compliqué. Donc il y a des outils qui existent pour dire, bon, cette action radicale, pas radicale, légale, illégale, elle se justifie par la liberté d'expression parce que c'est proportionné, parce que... Donc c'est pas tant au niveau des juges que au niveau des juges, ce qu'on appelle le siège, hein, donc plutôt le pouvoir judiciaire qui va prendre la décision, hein, qui est indépendant. La répression en France, elle va se déplacer ailleurs, et ça a été constaté par des organisations nationales, mais aussi par le rapporteur spécial sur le défenseur de l'environnement au titre de la convention d'Aarhus, c'est-à-dire que la répression, elle vient beaucoup plus se jouer au niveau extrajudiciaire, préjudiciaire, donc au moment de la gestion des manifestations, le fait qu'elles soient non autorisées, qu'il y ait un certain nombre de décrets qui vont être pris localement pour interdire la circulation, le matériel sonore, la circulation de drones au-dessus des sites de rassemblement, l'interdiction de se rapprocher de ces sites de rassemblement, etc. Des méthodologies aussi de maintien de l'ordre qui vont vite aller vers le déclenchement d'un rapport de force direct avec utilisation d'armes de guerre, hein, dans le cas des stratégies françaises de maintien de l'ordre. Donc c'est beaucoup là que ça va se jouer, et c'est très différent de ce qui se passe par exemple en Angleterre. Je voudrais insister là-dessus. En Angleterre, il n'y a pas de déjudiciarisation. En Angleterre, on va demander aux juges de mettre fin au désordre. Je pense que c'est une bonne façon de le dire. Hein. Il
il y a un désordre qui est identifié, il faut y mettre fin, et ce n'est pas la police spécialisée dans le maintien de l'ordre qu'on va demander, c'est plutôt aux juges, et du coup avec les nouvelles lois en Angleterre, on a des activistes qui ont été condamnés à des peines de prison ferme pour avoir bloqué un pont à Londres, pour avoir aspergé justement les tournesols de Van Gogh sans détérioration de l'œuvre, hein. Je crois qu'il y a eu une détérioration du cadre de l'œuvre de Van Gogh, donc 2 ans pour ces activistes, 4 ans pour Roger Hallam, qui est le fondateur, un peu la tête pensante d'Extinction Rebellion, et de Just Stop Oil par la suite. 4 ans de prison ferme pour avoir préparé un projet de blocage du ring, on va dire du grand périphérique londonien. 4 ans de prison ferme pour la préparation d'une action de blocage de la circulation. Donc, clairement, on voit que c'est des modalités de répression judiciaire qui sont assez fortes, là où en France, on sort des tribunaux. Pourquoi est-ce qu'on sort des tribunaux? C'est vrai que le tribunal, c'est un espace public. Le tribunal, c'est un espace public où on peut s'exprimer, où on voit ce qui se passe, où tout le monde, techniquement, peut rentrer. Alors en France, pas les caméras et pas les micros, c'est une spécificité un peu française qui tient à l'après-guerre, mais en tout cas, c'est un espace public qui a parfois été utilisé par les militants. On peut penser à ce qui s'est passé pendant la guerre d'Algérie, qui a été utilisé justement comme un espace pour contester la légitimité de la répression, pour contester ce qui se passait sur le terrain, pour porter le message politique. Et donc, on peut comprendre qu'il y a un intérêt, en fait, à faire en sorte que la répression se déplace à des endroits qui sont moins visibles, qui sont moins contrôlables. Vous citez ce qui s'est passé pendant la COP 21, c'était une utilisation des mesures d'état d'urgence, donc qui donne beaucoup de pouvoir à la police, au juge administratif, donc sans contrôle du juge des libertés et du juge judiciaire qui est garant des libertés fondamentales. Donc on va en fait faire en sorte que les garanties fondamentales de l'État ne s'appliquent plus ou s'appliquent moins, et que le contrôle et la répression puissent se faire un peu hors champ, hors cadre. Et c'est ce qui est problématique, parce que ça produit de la dissuasion, évidemment. Ça produit de la dissuasion, c'est plus difficile d'observer, c'est plus difficile de contester, il faut être sur place, et parfois même pour la presse ou pour les élus, il est difficile d'être sur place sur une manifestation ou d'y rester, de pouvoir observer et porter témoignage, alors que c'est normalement un droit garanti par la Constitution. Donc il y a une façon, un peu cacher un peu la façon dont on répond, dont l'État répond au désordre. Donc c'est difficile de dire comment le droit évolue, hein, parce que, encore une fois, la réponse du juge reste assez stable. Il y a peut-être une question à laquelle vous vouliez me pousser à répondre et que je vais évoquer rapidement, c'est la question de l'état de nécessité, hein, la défense au titre de l'état de nécessité. C'est quelque chose qui a été très discuté, c'est-à-dire est-ce que finalement l'activisme environnemental ne se justifie pas fondamentalement, légalement, au titre de l'existence d'une urgence. Il y a urgence à agir, et vu qu'il y a urgence à agir, ça justifie l'action. Et donc, il y a une catégorie en droit, il y a un moyen de défense en droit qui s'appelle l'état de nécessité, qui date de un peu plus d'un siècle, hein, où en fait on va excuser la mère volant de la nourriture pour son enfant, car elle est pauvre, et donc elle a fait cet acte illégal dans un état de nécessité. Et on a essayé de réactualiser, de réactiver ce moyen de défense pénal pour l'activisme environnemental. Il y a des portes qui se sont ouvertes en Suisse, en France, au moment de l'affaire des décrocheurs, au niveau des cours de première instance, parfois des cours d'appel. La Cour de cassation a fermé cette porte, hein, en disant que l'état de nécessité en matière d'activisme ne pouvait se justifier que s'il était la seule voie possible pour répondre au danger imminent, et donc disant qu'il y a d'autres voies possibles, l'état de nécessité ne peut pas justifier l'activisme environnemental sortant du cadre légal. Néanmoins, encore aujourd'hui, il y a parfois des cours qui continuent à reconnaître l'état de nécessité, mais de manière assez générale, les cours d'appel ou la Cour de cassation, si elle est encore appelée sur cette question, a priori va continuer à rejeter cette position. Donc ce n'est pas tant le droit qui bouge que l'endroit, le locus, le moment de la répression qui se déplace. Mais donc on parle ici d'un cadre juridique qui change, mais il y a également la perception des méthodes d'action qui évoluent. Madame Bull, comment la notion de la police d'environnement, la police de l'environnement, transforme-t-elle les justifications morales des actions militantes? Observez-vous une radicalisation des moyens d'action dans les mouvements environnementaux? Oui, alors il y a deux choses. Moi, je voudrais prolonger ce que vient de dire mon collègue.
je suis absolument d'accord avec son analyse, et moi je la reformulerai avec une autre narration qui est celle du politiste regardant ce que j'appelle moi la police du vivant, que j'oppose à la politique du vivant. La politique du vivant, ce sont ces ensembles, en effet, d'actions dites radicales, moi c'est un terme que je n'utilise pas, mais qui vont de XR au soulèvement de la Terre. Moi j'ai beaucoup travaillé l'histoire de Sainte-Soline, à Deep Great Resistance, etc. Tous ces mouvements qui, au fond, cherchent à dépasser les canaux classiques de la communication, qui déstabilisent les canaux judiciaires, évidemment l'état judiciaire juridique, et qui ne peuvent pas être capturés non plus par des partis politiques et par le système médiatique. Ce sont des formes d'action, notamment celle la plus connue, enfin je vais revenir sur l'évolution des modes d'action, celle aujourd'hui que l'on appelle le désarmement, qui correspondait à l'ancien terme de sabotage. Le désarmement, c'est la façon de désactiver les infrastructures considérées comme négatives. C'est ce qui a été fait à Sainte-Soline en attaquant, en débranchant les méga-bassines. Ça, ce sont des formes d'action qui ne se réfèrent à aucune autre, qui déstabilisent l'État et qui tordent aussi le bras à la notion de bien commun, de verticalité des mouvements. Moi, il faut penser à Marine Tondelier, sa veste verte au milieu des tritons, parce que c'est le deuxième point que je voudrais aborder là-dedans. Lorsque nous parlons de sabotage, de désarmement, on pense immédiatement à la convocation du système ou du milieu non humain qui est en fait l'arme des humains, puisque pour désarmer une méga-bassine, on va monter un cortège de hourtes, on va prendre un costume de triton, de hibou, etc. C'est en ce sens-là que je parle de politique du vivant, donc, et qui déstabilise, y compris des formes instituées ou des militants politiques classiques, les écologistes verts, Marine Tondelier, qui se retrouve avec sa bagnole défoncée et puis un cortège de hourtes qui passe derrière elle. C'est ça qui nous intéresse. Donc ça, c'est la politique du vivant, et il y a en effet ce que j'appelle, moi, une police du vivant, et qui montre que l'État donc est absolument déstabilisé devant ces mouvements et devant en particulier le soulèvement de la Terre qui pose un problème de changement de paradigme pour l'État judiciaire et policier. D'abord, on voit bien, et ça a été dit par mon collègue, qu'on prend le cas de Sainte-Soline, mais on pouvait prendre le cas auparavant de Tarnac, pas les Tarnac d'aéroport, le groupe de Tarnac, qui est au fond la matrice fondatrice de la ZAN Notre-Dame-des-Landes. Si l'on regarde en effet les condamnations, on voit qu'il y a une matrice idéologique des juges, qu'ils soient des juges d'expropriation, des juges judiciaires, etc., qui lisent ces projets comme étant non pas écologistes, mais néfastes pour le bien public. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, et c'est le cas de Sainte-Soline, encore une fois, est flagrant, l'État judiciaire et policier est incapable de voir la possibilité d'une promesse et d'une dimension écologique que contient ces mouvements. Il s'agit de les réprimer, mais il s'agit surtout de les considérer non pas comme expérimentaux, mais comme nuisibles pour le bien commun. Donc ça confirme tous les dualismes, l'État contre l'activisme, la nature contre la culture, etc., le saccage contre la construction, etc. Alors que précisément, si l'on prend Sainte-Soline, les soulèvements de la Terre, qui sont nés de la ZAD, je vais y revenir, qui ont fait un peu évoluer les RAC, les répertoires d'action, c'est aussi un terme que je n'utilise pas beaucoup. Mais si l'on prend Sainte-Soline, on voit bien qu'il y a toujours deux phases dans Sainte-Soline. Il y a le fait d'aller désarmer, saboter, mais aussi, et ça n'a pas été dit par les médias et encore moins par les juges, il y a aussi la nécessité et la dimension de construction. Immédiatement réparer, construire des haies, reconstruire ce qui a été endommagé. Et ça, dans les jugements, ça n'est pas dit. Et dans le procès médiatique, ça n'est pas dit non plus. Ce que l'on appelle la face offensive, positive de l'opération est toujours passé sous silence. Alors ensuite, il y a, et c'est ce que disait mon collègue, il y a ce que j'appelle un problème d'étiquetage par l'État. C'est-à-dire que le récit policier, il est incapable de prendre en compte ces nouveaux RAC, ou ce que moi j'appelle ces nouveaux gestes pragmatiques et critiques. Il ne sait pas comment traiter un cortège de tritons
de Hourte. Il ne sait pas ce que c'est, ces petits oiseaux avec des petites queues roses, bleues, etc. Il ne comprend pas comment il faut les traiter. Est-ce qu'il faut les traiter comme des objets, des armes par destination? Est-ce qu'il faut les prendre en compte comme des humains, ce que font les soulèvements-de-la-terre et tous les activistes? Et ça, c'est impossible pour la police. Et donc, il s'en tient à la notion de nébuleuse. La grande nébuleuse qui va du Triton à Julien Coupat, au soulèvement de la Terre, etc. Tout cela est amalgamé dans un récit donc, qui est celui de l'écoterrorisme. Mais cela montre surtout que l'État judiciaire et policier est absolument désarçonné par ces modes d'action où il y a des modes d'intervention qui sont très hybrides, qui sont verticaux, qui sont horizontaux. Par exemple, l'État judiciaire, dans les procès dans les jugements et les soulèvements de la terre et la demande de dissolution, a été absolument gêné par ce que nous appelons, nous, des tactiques, qui sont celles, justement, qui instaurent un continuum entre attaquer une bassine ou attaquer un projet d'aéroport et ce qu'on appelle derrière le retrait défensif, construire immédiatement. Les barricades peuvent être vues sur un jour positif, elles servent à planter des haies, etc., etc. Et ça, l'État ne peut pas le prendre en compte, parce qu'il faut avoir une connaissance tacticienne très très fine. Et donc, l'État n'a pas la connaissance tacticienne qu'ont les occupants. L'autre cas flagrant, et ça a été notamment particulièrement parlant dans le cas du jugement sur la dissolution des soulèvements de la terre, c'est l'impossibilité de prendre en compte la notion de désarmement, de sabotage, donc, qui est donc, je l'ai dit, renvoyé à quelque chose de négatif et qui donc désarçonne l'État, parce que l'État ne sait pas traiter, encore une fois, du vivant. Comment prendre en compte un masque, une barricade, un pied de biche, quel traitement lui donner dans le traitement judiciaire? Quel est le sens des objets, des artefacts dans le traitement judiciaire des soulèvements de la terre? Mais surtout, ce qui me semble aussi très important, c'est que ça montre que l'État lui-même est menacé par ses actions. C'est ce que j'appelle une épreuve de vérité pour l'État. En sociologie pragmatique, on considère que l'État, il est là pour stabiliser la réalité sociale. La réalité sociale, c'est ce qu'a en charge les institutions. L'école, la santé, l'hôpital, la justice, la police, etc. La réalité sociale doit être conforme à ce qu'attend l'État. Il ne doit pas y avoir de décalage entre l'ordre social assuré par l'État et ce qui se passe en réalité. Or, les ZAD, notamment celle de Notre-Dame, les soulèvements de la terre, etc., c'est justement une irruption du réel dans cette réhabilité qui a été stabilisée par les institutions. Et cet événement ne peut pas surgir dans l'espace public, puisqu'il donne une autre vision de la réalité. Et c'est bien là où l'État est totalement déstabilisé. Il n'est pas seulement déstabilisé par les pieds de biche, et le cortège de petits tritons avec des petites queues roses et rouges, il est déstabilisé par le fait qu'on va donner une autre image du traitement de l'eau, de la question environnementale, et donc une remise en cause possible de l'harmonie qui doit régner entre l'ordre social et la réalité, avec cette texture de réel qui émerge. Alors, si j'ai encore 2 minutes, je peux parler... ça va prendre 2 minutes. Justement, et c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur l'évolution des modes d'action depuis ce que j'appelle la maison mère, qui a été la ZAD Notre-Dame-des-Landes, au soulèvement de la terre. On voit, alors pourtant ce sont les mêmes acteurs. Il faut savoir que, entre guillemets, ceux qui sont à la pointe avancée des soulèvements, ce sont ceux et celles, on les connaît bien, qui étaient à la ZAD, dans une certaine partie de la ZAD. Et pourtant, ils ont évidemment tenu compte de leur expérience, on pourrait dire une praxis, et ils ont énormément élargi, alors avec les questions que ça pose, leur répertoire d'action, leur mode d'action et les publics. En fait, la différence entre la ZAD Notre-Dame-des-Landes, qui s'est traduite par un succès, le retrait du projet d'aéroport, et les soulèvements de la terre, qui s'est traduit par un semi-succès ou un semi-échec, on va dire, c'est d'une part, enfin, il y a trois critères ou 4 ou 5 sur lesquels je voudrais insister. Entre la ZAD et le soulèvement de la terre, les acteurs, qui encore une fois sont les mêmes, pour la plupart, en tout cas ceux et celles qui pensent
la théorie du désarmement ou de l'occupation, ont insisté sur la notion de composition, là où presque on retrouverait du Bruno Latour. C'est-à-dire qu'ils ont élargi les publics. Autant la ZAD était opaque dans les régimes d'action, opacifié, ne pas être transparent, ne pas être public, autant c'était un groupe affinitaire. Il y avait un droit d'entrée quand on entrait à la ZAD. Personne ne pouvait entrer comme ça. Marine Tondelier ne pouvait pas entrer à la ZAD, elle est entrée à Sainte-Soline. Donc un changement, un élargissement des publics pour pouvoir toucher le plus de monde possible. C'est ce que j'appelle le soulèvement pour tous. Je vais y revenir. Donc un usage des réseaux considérable, numérique. On peut trouver dans les soutiens au soulèvement de la Terre aussi bien des anarchistes autonomes irréductibles que Marion Cotillard, que Marine Tondelier. Donc ça c'est très important, une espèce d'élargissement. Des modes d'action qui deviennent moins opaques, qui sont plus ou moins publicisés, c'est-à-dire que la montée à Sainte-Soline est désormais publique, 30 000 personnes filmées, etc. Des répertoires d'action qui sont plus seulement opaques, mais qui sont hybrides, invisibilisés, mais aussi transparents, car publics, sans ne rien lâcher sur le front de la lutte anti-institutionnelle. Et puis surtout, et ça c'est très important, une démultiplication de 2 registres qu'on a eu à la fin de Notre-Dame-des-Landes. Le registre juridique, c'est-à-dire que le soulèvement de la Terre, comme la ZAD, c'est avant tout une armée d'avocats, 50 avocats, ce que nous appelons, nous, un régime en extériorité, alors qu'a priori, ce sont des acteurs qui sont absolument défavorables à l'usage judiciaire, parce que la police, la justice, c'est quand même l'ennemi, mais une utilisation très très forte du registre de la justice pour pouvoir mieux attaquer, faire des recours, et ce que j'appelle un régime en intériorité, amener une critique intérieure, ce que l'on fait, une praxis, on s'autocritique, on amène aussi des gestes manuels, etc., qui sont des gestes extrêmement offensifs. Excusez-moi, Madame Bull, je suis désolée, on est pris par le temps. Je vais devoir vous interrompre. Probablement pourrons-nous revenir à ce sujet au cours du dialogue croisé ou des questions. J'ai une question pour vous, Madame Canabat. On a donc parlé de l'activisme dans un premier temps. Le pessimisme climatique est-il un moteur ou un frein pour l'engagement citoyen? Comment utiliser la peur sans paralyser? Merci. Alors déjà, juste un tout petit, je vais faire court, un tout petit commentaire, parce que je pense que c'est pas anodin, on a parlé d'écoterrorisme tout à l'heure, alors je parle sous contrôle de mon voisin, mais je voudrais juste rappeler quand même, parce que dans cette dynamique quelque part de confiscation, j'aime beaucoup un ouvrage, pardon, je ramène souvent beaucoup d'ouvrages, de Marie-Josée Monzin, qui s'appelle « Confiscation des mots, des images et du temps ». Je vous invite très fortement à le lire. Et cette confiscation, quelque part, elle se traduit. Donc l'écoterrorisme, sauf erreur, c'est dans le code pénal, l'article 421 du code pénal qui définit très strictement l'écoterrorisme comme le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol ou dans les eaux, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou les lieux naturels. C'est-à-dire exactement l'inverse. Il s'agit donc de désigner les attentats vis-à-vis de la nature professés par ceux-là même qui menacent l'intégrité de l'environnement, non pas ceux qui la défendent. Donc c'est intéressant, ce détournement dont la tendance est en fait, à mon sens en tout cas, plus systématique qu'anecdotique, et qui permet, je voulais juste faire ce petit commentaire, de qualifier de dangereux, voire de criminels, des mouvements de simple opposition politique. Donc je voulais juste parler et insister sur cette confiscation des termes et ce dévoiement quasiment des termes qui pourtant sont juridiquement qualifiés. Sur votre question du pessimisme climatique, alors je ne vous cache pas, je vais refaire encore la même chose, redéfinir, parce que je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de pessimisme climatique. Le pessimisme, ça suppose une vision altérée. Donc j'ai vraiment repris à son origine, son prémisse. Une vision altérée qui voit d'abord en noir, qui place finalement la résignation en première réaction. Première chose. Puis deuxième chose, la plupart du temps, c'est une hétérodésignation. On nous indique comme étant pessimiste. Je me déclare rarement pessimiste. En tout cas, c'est une tendance plutôt hétéro-désignée. Bref, je vais le dire tout de gauche, je ne pense pas que ce soit une bonne entrée. En tout cas, elle n'est pas première. J'ai été invitée, je ne m'apesantirai pas trop, dans de nombreux cénacles, dans de nombreux lieux, pour évoquer notamment la question de la mise en action par les récits. Donc la mise en action par le récit avec toute la question des émotions qui sont associées.
Et la plupart du temps, là aussi je le dis très schématiquement, la question centrale c'est espoir versus catastrophisme. Il faut rendre quasi binaire, une logique quasi binaire et se situer dans cette binarité. Finalement, je vais faire un parallèle, excusez-moi, un peu grossier, mais je vais le dire comme ça parce que ça va peut-être nous percuter un petit peu. Une fois que vous connaissez le diagnostic grave qui vous touche, une maladie par exemple incurable, est-ce qu'on pourrait même se poser la question dans ces termes? C'est-à-dire, est-ce que ce serait du pessimisme que d'être réaliste? C'est-à-dire que d'intégrer les faits, que les faits, hein, pas d'augmentation subjective, les faits, qui étaient tout à l'heure congédiés, hein, le nombre de rapports qui paraissent incessamment sur l'état de l'environnement sont extrêmement nombreux. Et l'un des derniers rapports du GIEC finissait en disant « le pire est à venir ». Donc on a quand même des données factuelles, matérielles. Une fois qu'on les connaît, l'attitude bonne, me semble-t-il, est plutôt celle de les considérer, de les prendre au sérieux, plutôt que de se demander si je vais avoir une stratégie d'espoir ou de catastrophisme. Et par ailleurs, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure la mention du professeur Fontcalf sur le fait d'être joyeux. On peut aussi, il n'est pas interdit en tout cas, de rester joyeux, y compris dans une forme de réalisme assez tragique et voire cruel. Donc c'est le premier point que je voulais évoquer. Et quelque part, je voudrais peut-être insister un petit peu, c'est que la raison pour laquelle nous allons finalement bien volontiers sur cette pente, hein, à vouloir, qui vise en tout cas à congédier les faits, à congédier la factualité, sous couvert de ne pas faire peur, parce que c'est souvent ça un peu l'idée. C'est en tout cas comme ça que dans les cénacles où je suis invitée, on me dit il ne faut pas faire peur, il faut avoir une écologie riante, positive. En tout cas, il me semble que cette pente qui vise à congédier la crudité, la cruauté des faits, encore une fois, pour ne pas faire peur, et à mon sens, en tout cas, un symptôme en soi. Tout simplement parce que nous nous retrouvons dans une situation, on va dire, d'ébranlement assez élevé, quand même. On le voit chez les jeunes générations. Je me permets de faire la publicité d'un numéro de la revue de psychosociologie, dans lequel j'ai eu la grande chance de contribuer, qui s'appelle « Transmettre le désastre », et qui a fait intervenir toute une série d'enseignants et de chercheurs qui sont au contact d'étudiants pour lesquels il faut quand même donner des données, et ça n'est pas simple. Cette transmission est en tout cas rendue beaucoup plus lourde depuis une dizaine d'années, je ferme la parenthèse. Donc nous sommes dans une situation d'ébranlement qui est assez élevée, voire peut-être même assez magistrale, et quelque part, on va dire, toutes nos coordonnées sont un peu chamboulées, affectées, et donc en effet, il peut y avoir des stratégies, j'ai même envie de dire de façon un peu provocante, de déni ou de report ou de réduction des faits qui peuvent se comprendre. Je pense à Gunther Anders qui évoquait à l'époque vis-à-vis du nucléaire, hein, l'idée de supraliminaire, qui évoquait quelque part par là le fait qu'il y ait des catégories, que notre entendement ne puisse pas aller jusque-là, tout simplement parce que concevoir que la solution atomique puisse nous rayer de la carte atteint des seuils qui nous font quasiment disjoncter. Et c'est important, je pense, de l'avoir en tête parce qu'on voit bien tous les jours, incessamment, des illustrations de ce dérèglement climatique, des illustrations de certaines formes d'effondrement en cours, ou en tout cas de catastrophes, de limites planétaires qui sont atteintes, un 6 sur 9, c'est juste ça. Donc évidemment, on est dans un moment d'ébranlement assez élevé. Et là-dessus, je vais encore utiliser, mais je les aime bien, les travaux des psychosociologues qui montrent bien, et je trouve ça très intéressant, que dans ces périodes, disent-ils, notamment René Kess, de désorganisation sociale, culturelle, il y a quelque part, elle se caractérise la plupart du temps par la défaillance de ce qu'ils appellent les garants métapsychiques et métasociaux, et surtout par leur fonction d'encadrement, c'est-à-dire que ça nous rassure. Et quelque part, je le dirais là aussi très schématiquement, mais c'est sans doute une des raisons pour lesquelles aujourd'hui on nous invite tellement à venir parler de nouveaux récits. Parce que tout l'enjeu est justement de trouver de nouveau une solution qui nous permettrait d'avoir quasiment une anesthésion ontologique, on pourrait dire, hein, quelque chose qui puisse nous réencadrer et nous permettre de savoir vers quel avenir on tend. Ça, c'est le premier point que je voulais évoquer. Et donc l'anxiété, parce qu'on parle beaucoup d'éco-anxiété, hein, l'anxiété qui est générée par la situation, alors, qui d'ailleurs n'est pas que climatique, hein, on va dire écologique, elle peut, pour répondre à votre question, à mon sens, être tout à la fois motrice et frein.
Je l'ai vu dans des différentes recherches-actions, je ne vais pas m'appesantir, disons, on peut constater que le désir le plus saillant est surtout celui du réalisme ou de l'information. Là, je fais référence aux travaux notamment de Cyprien Tassé qui a travaillé sur ce qu'il appelle les collapsonautes, tous les réseaux qu'il peut y avoir sur Internet de ceux qui pensent à la collapsologie. Et il a bien montré dans ses travaux que le souci derrière est surtout un souci d'information, plus que de pessimisme. Si j'ai encore 30 secondes. Non, vous avez 30 secondes. Voilà. 30 secondes. Juste sur la peur, parce que vous avez également indiqué, est-ce qu'on peut utiliser, je ne sais plus quel était, comment utiliser la peur sans paralyser. Je ne sais pas là non plus encore qui serait l'énonciateur qui utilise. Je ne sais pas si on utilise la peur, mais en tout cas, elle est assez latente, je réinsiste, et assez consubstantielle à notre situation anthropocénique, à notre condition anthropocénique. Et quelque part, j'ai envie de vous poser la question à l'envers. Pourquoi l'éluder ? Pourquoi faudrait-il éluder cette peur ? Il nous faut plutôt faire avec. Et là, je pense, ça m'a fait écho tout à l'heure avec l'état de nécessité, je pense notamment aux travaux de Hans Jonas sur l'heuristique de la peur. Hans Jonas, qui au passage est celui qui parle du principe de précaution, qui n'est pas rien non plus, le principe de précaution. C'est-à-dire que, puisqu'il pourrait y avoir des dérèglements de haute intensité, le principe qui devrait prévaloir, grâce à lui, ça a été inscrit dans la déclaration de Rio en 92, eh bien, nous devrions d'abord être responsables. Donc d'abord intégrer la possibilité de risques extrêmes. Mais alors, justement, vous évoquiez quoi faire avec cette peur, donc je me tourne vers vos deux autres collègues. Vous faisiez une comparaison justement avec un diagnostic grave et les effets que cela en pourrait entraîner. Mais dans ce cas-là, faut-il dire la vérité sur l'ampleur de la crise, même si elle décourage ? Peut-être M. Boyade d'abord, sur cette question. Faut-il dire la vérité sur la crise ? Oui. Oui. Sur l'ampleur de la crise. Voilà, ça c'est bien. Je vois pas vraiment ce qui pourrait faire sortir dans le dire vrai. Je pense que c'est la tâche du scientifique. Donc dans sa posture de scientifique, ça me paraît évident. Ouais. Madame Bull, peut-être ? Idem, évidemment, bien sûr. Merveilleux. Toi, idem. Merveilleux aussi. Peut-être passer à un temps de dialogue croisé maintenant. Donc tous les trois, peut-être une première question pour commencer. Pour lutter face aux fake news, au pessimisme concernant le climat et à la désinformation, le chercheur joue-t-il un rôle ou doit-il en jouer un ? Et quelle est la responsabilité des institutions scientifiques dans cette lutte ? Peut-être Madame Canabat pour commencer. Excusez-moi, j'écoutais pas votre question parce que j'étais en train de me dire que vous ne m'aviez pas interrogé sur la précédente. Oui, non, je disais, pour lutter face aux fake news, au pessimisme, le chercheur joue-t-il un rôle ou doit-il en jouer un ? J'avais pas prévu du tout cette question-ci. Ou alors, quelle est la responsabilité des institutions scientifiques dans cette lutte ? Oui, la responsabilité, j'ai envie de dire que c'est un petit peu ce que disait le professeur Fontcave aussi tout à l'heure, c'est d'être dans des formes d'activisme. Enfin, nous sommes aussi dans des formes d'activisme, d'être des enseignants, en tout cas, pour partie, d'être dans des dynamiques de transmission qui, encore une fois, doivent se rapprocher le plus possible. Alors comme ça va me permettre de botter en touche et de répondre à la question précédente. J'aime pas trop le terme arrogant de vérité. Je ne sais pas où est la vérité. En revanche, je sais qu'il y a la possibilité d'être le plus près, le plus comment dirais-je, d'être le plus près de la foultitude d'informations qui sont disponibles, de ne pas les contenir. Et notamment, et aussi, je pense que plus que de donner, on va dire, plus que de vérité, moi j'aime bien parler de régime de réalité. Il y a un dernier ouvrage de Danilo Martuccelli que j'aime beaucoup, qui nous parle de ces régimes de réalité comme globalement étant ce que nous tenons pour réel et qui donc aussi va être la base sur laquelle nous allons ériger des institutions. Ce régime de réalité, nous dit Martuccelli, est craquelant, un régime de réalité qui globalement a été massivement économique pendant un temps, c'est-à-dire que tout était ordonnateur, l'économie était ordonnatrice et légiférante, on va le dire en cours, et aujourd'hui un régime de réalité écologique est quand même assez émergent, avec quelque part toute la peur aussi sociale que ça peut générer, avec le doute de plus en plus que nous pouvons avoir vis-à-vis de telle ou telle solution technologique
pour certaines, et puis peut-être les doutes qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de la croissance comme étant la seule solution. Et donc, dans ce régime de réalité, il me semble en tout cas que épouser le plus possible ce régime de réalité, inciter aussi nos étudiants, parce que vous demandez si on peut œuvrer d'une manière ou d'une autre à être au plus proche de ce régime de réalité-là, eh bien, peut leur permettre à eux d'envisager différemment l'avenir et peut nous permettre à nous d'être en tout cas un passeur d'informations qui puisse être utile. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir à cette question? Oui, vas-y. Ouais. 30 secondes. Non, mais c'est vrai que c'est une question qui est importante et je pense qu'on est tous, on rejoint tous le professeur Fontcave sur le fait qu'en tant que scientifique, on a a priori cet espace d'autonomie qui permet de penser, essayer de construire des réponses aux problématiques qu'on étudie. Maintenant, c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la durabilité de cette autonomie. De plein de manières, on voit que... Alors, on a des exemples qui sont frappants, ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, où il y a une répression très forte des disparitions, même de thèmes de recherche, de mots qui sortent du vocabulaire admissible dans la recherche, mais c'est quelque chose d'un peu caricatural. Mais les questions se posent aussi en France. Le CNRS s'interroge sur l'opportunité de revenir à son cœur de métier, donc de quitter les sciences sociales, par exemple. Il y a des problématiques de financement qui se posent. Il y a certaines chercheuses, chercheurs. Il y a eu un cas récemment là dans le Limousin qui n'est pas encore médiatisé, mais d'une chercheuse qui a été convoquée par le tribunal pour, dans ce qui ressemble à une forme de répression en lien avec ses activités de recherche qui ont trait avec des formes de contestation politique. Donc on peut s'interroger sur la durabilité de cette autonomie. Évidemment, l'argent disparaissant comme dans beaucoup d'autres services publics, il faudra aussi s'interroger sur notre capacité de chercheuses et de chercheurs à résister à l'intrusion aussi d'intérêts privés dans le financement des institutions universitaires. C'est une question qui s'est déjà posée et qui va se poser de manière de plus en plus importante dans toutes les institutions, malheureusement. Donc, le rôle de la science et des institutions scientifiques, je pense qu'il est assez clair, mais il peut être aussi mis en danger. Et ça, je pense qu'il faut qu'on soit conscient, parce qu'il faut mieux l'anticiper que de l'affronter une fois que ce sera trop tard. Madame Muhl, peut-être? Oui, mais évidemment, moi je pense que les attaques des scientifiques interviennent dans un contexte où... Précisément, j'ai tendance à penser que la grande émotion, parce que je travaille beaucoup sur la sociologie des émotions, du XXIe siècle, c'est la peur et la paranoïa, le complot. Et c'est pas pour rien que les chercheurs sont attaqués. Et en fait, c'est une émotion caractéristique de l'époque dans tous les domaines, parce qu'il y a désormais un écart et peut-être même un conflit entre un pouvoir qui est de plus en plus savant. Alors nous ne faisons pas partie du pouvoir, mais nous faisons partie du savoir et de ceux et celles qui sont chargés de contourer la réalité. On sait que dans le pouvoir, on classe les experts, etc., donc avec des compétences techniques qui sont de plus en plus fortes partout dans tous les domaines, sciences exactes, sciences physiques, sciences sociales, mais que d'autre part, il y a ce qu'on appelle les sachants, entre guillemets, ordinaires, qui ne se reconnaissent pas dans le constat qui est fait ou dans les savoirs qui sont portés par des gouvernants, des réseaux, etc. Et ils cherchent à attaquer en général ce principe justement de réalité. C'est ce que expliquait très bien Jacques Rancière, une confusion entre les compétences techniques et les capacités politiques. Plus il y a de compétences techniques, plus les capacités politiques des individus sont déniées, elles sont dévalorisées, et les êtres deviennent paranoïaques. Et c'est là où naît le complotisme, le confusionnisme, etc. Et donc c'est là où nous avons un rôle de médiateur, d'essayer d'être un chanon entre une réalité qui est décrite par des institutions et des acteurs ordinaires qui manquent en fait d'échelle sensible, enfin qui manquent l'échelon intermédiaire entre le gouverné et eux-mêmes, c'est-à-dire le sensible, n'existait pas. Et donc nous avons une place à jouer entre le sensible et ce qui est véritablement ordonné par la loi, par la science exacte, etc., etc.
Maintenant, peut-être une autre question. Comment concilier efficacité de l'action et acceptabilité sociale des moyens employés? Un de vous trois, si vous voulez commencer. Alors, si je veux bien essayer, si je comprends votre question, ça me permet d'aller sur quelque chose dont je voulais parler, j'ai pas eu le temps et que je trouve intéressante, sur les nouvelles méthodologies d'activisme, notamment ce qu'on appelle le guérilla rewilding, donc le réensauvagement stratégique de guérilla. C'est quelque chose qui s'est passé au moment de la ZAD, notamment à Notre-Dame, sur une espèce de rencontre qui a d'abord été plutôt une observation à distance, mais qui s'est finalement terminée en une sorte de fusion plus ou moins aboutie entre le militantisme qui vient d'une certaine tradition de la contestation, de l'action, etc., et les naturalistes. Et les naturalistes sont arrivés à la ZAD et ils avaient envie d'aider, mais ils ne savaient pas trop où se mettre. Et donc ils ont fait des inventaires. Ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé dans le bocage. Ils ont trouvé notamment un triton un peu particulier et qui est devenu l'emblème de la lutte. Et dans beaucoup de luttes environnementales aujourd'hui, un des moyens juridiques les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle le système de dérogation espèces protégées. Et c'est un petit outil juridique, mais c'est un des rares qui permet de remettre en question un projet. Parce que pour le moment encore aujourd'hui, l'article L110-1 du Code de l'environnement, il interdit de détruire des espèces protégées ou des habitats de ces espèces protégées. Et tout projet qui souhaite y déroger doit d'abord démontrer son intérêt public majeur, ce que le tribunal administratif, dans le cadre de l'autoroute A69, a contesté de manière assez explicite. S'il démontre son intérêt public majeur, il doit ensuite trouver les moyens de réduire, d'éviter ou de compenser tout dommage qui ferait aux espèces ou aux habitats de ces espèces protégées. Et donc il y a des nouvelles méthodologies qui commencent à arriver, qui posent des questions qui consistent, des méthodologies d'invitation. On va creuser une mare, on va mettre un nichoir, on va lacérer une partie des écorces d'une certaine manière pour faire revenir un hanneton ou une espèce d'oiseau protégé ou un batracien. Quasiment tous les batraciens sont protégés au titre de ce texte juridique. Les faire revenir sur le terrain, le site sur lequel doit se passer la construction d'une usine ou d'un aménagement, pour en fait rendre efficace le droit. Et donc on peut s'interroger sur cette question-là, est-ce que ça ne va pas provoquer une modification de la législation par réaction à la certaine efficacité de cette méthodologie, Et on voit dans beaucoup de cas, c'est le triton, d'une certaine manière, qui a permis un peu de ralentir, qui a été l'emblème de la lutte. C'est aujourd'hui une petite fleur qui est située sur le glacier de la Grave, la Meige, qui permet de ralentir, voire de contester l'extension d'un téléphérique dans les Alpes. Peut-être c'est ce qui va permettre aussi d'empêcher le contournement autoroutier de Rouen. Donc voilà, ça pose des questions. C'est des nouvelles modalités d'action. On ne sait pas trop bien si elles sont légales ou si elles sont illégales. Alors, est-ce que l'efficacité de l'action et l'acceptabilité sociale, elles semblent très acceptables socialement? Elles sont pour l'instant assez efficaces, parce qu'elles s'appuient sur un outil qui fonctionne. Elles risquent de... si je fais de la prospective juridique, je pense que cet outil risque d'être rapidement simplifié. Pour autant, il risque de disparaître. L'efficacité de la dérogation espèces protégées, j'ai bien peur que dans quelques années, on ne puisse plus compter dessus. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes, et donc j'aurais aimé passer aux questions du public, mais si c'est très urgent et très concis... C'est très concis. Non, je voulais quelque part aller, pour le coup, sur une réponse un peu inverse, sur la conciliation entre l'efficacité de l'action et l'acceptabilité sociale. Il me semble que c'est compliqué en raison de l'objet. Je voulais juste rappeler que l'écologie en soi, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, porte une rupture de cadrage. Et donc, il est assez compliqué parce que la plupart du temps, les actions vont au-delà d'une seule revendication sectorielle. L'exemple de la soupe qui a été lancée sur la jeune fille sur le Vermeer ou sur le tableau de Van Gogh le montre bien. L'idée était... Il n'y a aucune acceptabilité sociale vis-à-vis de ces outillages, ou en tout cas de ces actions qui visent clairement le recours au scandale. Et le principe
là aussi, c'est attaché au RAC en général, mais le recours au scandale fait partie d'un outillage qui est lié à ces modes d'action-là. C'est-à-dire que le but est précisément de choquer. Et la plupart du temps, quand il s'agit d'avoir des activismes écologiques, encore une fois, je n'ai jamais parlé d'activisme environnemental, on est sur une dynamique de reconfiguration, de soulever de questionnement qui rend rarement acceptable pour le plus grand nombre ce qui est visé et la méthode pour le faire. Et tant mieux. Merci. Est-ce que nous avons des questions dans le public ?